Parfait. Donc, ravi de vous retrouver dans ce nouveau webinaire qui sera consacré aux normes des IFRS 17. Donc, qui constitue un nouveau challenge pour pas mal d'acteurs africains. Et dans ce webinaire, nous essaierons de présenter le sujet de manière pragmatique, sachant qu'on va mettre l'accent sur l'adaptation qui pourront être faites pour l'Afrique. Et donc, n'hésitez pas à interagir avec nous à travers le chat en mettant vos questions. Donc, nous s'attacherons à répondre à ces questions en fin de webinaire, c'est-à-dire après la présentation. Nous allons essayer de tenir sur 3 quarts d'heure, donc pour laisser le temps à ces échanges. Dans ce webinaire, je serai accompagné par Franck Bokhobza et par Maxime, que je laisserai présenter Bonjour à avant tous. de commencer le webinaire. Vas-y, Franck, tu peux prendre la Ouais. main. Alors, du coup, enchanté, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Franck Boukobza, je suis associé au sein du cabinet Actuelia. Actuelia, donc, c'est un cabinet d'actuariat conseil qui a une dizaine d'années d'existence. On travaille principalement avec le marché de l'assurance et plus particulièrement sur les problématiques comptables, financières, mais aussi réglementaires. On intervient auprès d'une centaine, un peu plus d'une centaine de clients, qu'ils aient la forme de sociétés d'assurance, d'institutions de prévoyance ou de mutuelles. On est aujourd'hui à peu près une quarantaine de consultants basés à Paris, mais depuis très peu, également basés en Afrique avec la représentation d'Anas au Maroc et à Casablanca. Alors, ce projet est né plusieurs réflexions. La première, c'était effectivement une demande de plus en plus croissante d'un besoin d'accompagnement du marché, que ce soit au Maroc ou en Tunisie, plus largement en Afrique. Et l'intérêt pour Actuelia d'avoir un référent en local qui puisse bien appréhender les spécificités du marché et de pouvoir voilà, continuer à développer notre activité sur le continent avec les nouveaux challenges qui vont arriver, notamment la mise en place d'un nouveau système de solvabilité au Maroc et l'arrivée aussi des nouvelles normes comptables IFRS et plus particulièrement IFRS 17 pour les assurances. Donc voilà, moi je suis voilà, Franck Kobza, un des associés du cabinet. Je suis accompagné de Maxime, que je vais laisser également se présenter. Bonjour à tous, donc Maxime Georget, je suis consultant manager au cabinet Actuelia et j'ai déjà eu l'opportunité à plusieurs reprises d'encadrer des mémoires sur ce sujet complexe IFRS 17 et je me tiens également informé de l'actualité au travers de différents groupes de travail voilà, sur le périmètre français et je vais essayer de vous donner voilà, quelques clés organisationnelles et techniques dans cette norme qui est assez compliquée à décrypter. Parfait, merci Maxime. Juste un petit aperçu de nos offres et services. Donc, nous accompagnons les acteurs sur tous les strates au niveau stratégique sur des projets de croissance interne ou externe ou encore des sujets d'accompagnement de la gouvernance institutionnelle. Nous intervenons aussi sur les fonctions clés, l'actuariat, la gestion de risque, le contrôle et l'audit interne, que ce soit dans la mise en place de ces dispositifs ou comme accompagnement des équipes internes. Et nous accompagnons aussi nos clients sur l'ensemble des problématiques ou du sujet clé pour les acteurs, que ce soit pour des sujets d'optimisation comme la réassurance ou de revue ou d'implémentation comme la tarification ou l'ALM. Donc maintenant, on peut rentrer dans le corps de sujet et ce webinaire sera décomposé en 3 parties. Une première partie, on va essayer de voir le contexte global de ces normes et en deuxième partie, on va voir, on va faire un zoom sur les spécificités de cette norme IFRS 17 avant de traiter dans une troisième partie les enjeux majeurs
que pourraient avoir les entreprises d'assurance dans la mise en place de cette norme. Après, on vous laissera la parole voilà, pour poser vos questions, mais n'hésitez pas d'interagir dans le chat en posant ces questions. Alors déjà, c'est quoi les normes IFRS? Donc, c'est un référentiel d'une soixantaine de normes comptables qui sont établies par un organisme qui s'appelle l'ISB, donc International Accounting Standard Board, qui est un organisme basé à Delaware et qui opère de Royaume-Uni. Donc, c'est un organisme qui est indépendant, privé, et qui, dans l'objectif d'établir des normes internationales standardisées. Donc, quelque part, nous cherchons la standardisation des normes comptables à travers un référentiel unique. Dans l'établissement de ces normes, nous avons un principe directeur, notamment la transparence, la clarté, la prudence, la cohérence, et dans l'objectif de faciliter la lecture des états financiers des acteurs et aussi faciliter la compréhension de ces états, sachant qu'il est destiné quelque part aux investisseurs et dans le cadre des mouvements des capitaux. Alors, en Afrique, certains États ont déjà adopté ces normes. Nous avons notamment l'espace OADA, donc qui regroupe 17 pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, plus le Comore, et qui ont adopté ces normes depuis 2010 pour les sociétés cotées, notamment dans le cadre des comptes consolidés. Au Maroc, a aussi adopté ces normes pour les établissements de crédit à travers un circulaire qui était publié en 2008. Le Ghana aussi, donc, qui met cette obligation pour les sociétés cotées. Et en Tunisie aussi, nous avons l'adaptation de ces normes depuis 2021 pour les sociétés cotées. Alors, ce référentiel donc, regroupe plus d'une soixantaine de normes qui est multisecteur, donc ça concerne tous les acteurs qui sont cotés en bourse ou qui font le choix de cette norme en compte consolidé. En assurance, nous avons une douzaine qui nous intéressent, notamment l'IFRS 17 qui fait l'objet de ce webinaire, mais nous avons aussi l'IFRS 9 qui est relatif à la classification et à la valorisation des instruments financiers. Et sur les transverses, nous avons une norme qui est très importante pour le reste, c'est l'IFRS 13 qui est relatif à l'évaluation à la juste valeur, qui consiste à valoriser les contrats en valeur de marché. Cette valeur de marché, voilà, forcément, ça implique qu'il y a un marché pour la valorisation, mais en absence de ce marché, il y a des métriques ou des méthodes qui sont proposées par cette norme pour la valorisation des contrats. Pourquoi nous avons besoin de cette norme dans le domaine de l'assurance? Déjà, il faut revenir sur notre spécificité, à savoir le cycle de production inversé. Nous encaissons les primes en amont et nous liquidons les sinistres et les prestations sur une période qui peut s'écouler sur une décennie, qui fait que nous n'avons pas nous avons un cycle de production inversé et où nous avons l'incertitude, une certaine incertitude sur la liquidation des engagements. Par ailleurs, les fonds qui sont encaissés, ils sont placés sur les marchés financiers, qui fait qu'on est exposé aussi aux instruments, à la volatilité des instruments financiers. Si nous regardons la structure des états financiers des assureurs, nous avons deux états qui sont importants, notamment le bilan et le compte résultat. Sur la partie bilan, nous avons principalement des investissements sur la partie actif. Et sur les passifs, nous avons principalement des engagements qui sont matérialisés par des provisions techniques. Si nous regardons le compte résultat, nous avons trois composantes. Le premier, il est relatif au résultat technique qui est lié aux opérations d'assurance, un résultat financier qui est lié au résultat des placements financiers. Et enfin, nous avons un résultat exceptionnel qui est lié aux opérations ponctuelles que peuvent faire les acteurs. Donc, le sujet qui peut être crucial ici, c'est comment évaluer cette prudence qui est intégrée dans nos bilans.
Et donc, il y a cette notion de prudence, mais sauf que chaque acteur opère de sa manière à travers sa politique de provisionnement et qui fait que cela rend l'exercice de comparabilité très compliqué pour les investisseurs. Les normes IFRS 17 ont pris plus de 20 ans d'élaboration et de construction. Entre-temps, nous avons eu les IFRS 4 qui étaient une sorte de version temporaire et pour préparer le terrain. La première version d'IFRS 4, phase 1, permettait de prendre en compte quelque part la comptabilité et les règles comptables qui sont appliquées par certains pays dans l'élaboration des comptes. Et on avait une sorte de principe de comptabilité de reflet qui prenait en compte les actifs en valeur de marché et des passifs avec les normes locaux. Cet exercice était assez compliqué par pas mal d'acteurs parce que ça créait beaucoup d'incohérences, déjà entre le CPC et le bilan, mais aussi en termes de comparabilité, puisque pour certains groupes qui sont basés sur plusieurs pays, ils regroupaient des passifs comptables, mais qui sont calculés avec des normes qui sont disparates. Et donc, déjà à l'intérieur des mêmes groupes, on avait des problèmes de comparabilité. Par ailleurs, entre les groupes, entre les acteurs, on avait pas mal de problèmes, puisque certains, ils étaient plutôt sur la vie, d'autres, ils faisaient plus de la non-vie, et on regroupait les deux de la même manière. Et donc, on mélangeait quelque part le dépôt par rapport à des produits d'assurance purs. Et donc, voilà, il y avait pas mal de problématiques avec cette norme IFRS 4, sachant que la deuxième phase était aussi intéressante parce qu'il donnait déjà les prémices de la nouvelle norme, notamment d'une évaluation économique des provisions. En termes de classification de contrats, l'IFRS 4 a répondu déjà à certaines problématiques de périmètre, notamment en distinguant les contrats d'assurance avec une composante assurance, des contrats qui sont plus investissement avec une participation bénéficiaire, des contrats purement investissement comme l'épargne. Alors, quels sont les enjeux de cette norme? Alors, c'est clair, c'est une nouvelle méthode de valorisation des passifs d'assurance. Cette nouvelle norme, ça va se traduire par des modifications de présentation des états financiers, notamment le bilan et le CPC, dans l'objectif d'une plus grande transparence sur la performance réelle des entreprises. C'est clair, l'objectif in fine, c'est d'avoir plus de clarté pour des personnes tiers, notamment les investisseurs qui pourront plus de lisibilité sur la performance des compagnies d'assurance. C'est un projet qui est lourd et qui implique en fait vraiment des changements majeurs et qui fait qu'il y a un besoin de compétences, il y a un besoin aussi d'avoir un écosystème de compétences pour répondre à cette norme. Tout cela, bien évidemment, pour refléter la réalité économique des contrats d'assurance. Disons tout ça, la question qui peut se poser, on est où de l'adoption de ces normes en Afrique? Si nous prenons le cas du Maroc, la CAPS a initialement prévu une adoption en 2023, mais en raison de Covid, il a dû reporter cette adoption en 2025. La Tunisie a fait de même en 2019. Il a lancé des consultations pour adopter cette norme en 2023, sauf qu'entre-temps, nous n'avons pas eu de communiqué sur une adoption officielle. Le Côte d'Ivoire aussi a annoncé son intention de mettre en place cette norme, mais là encore, nous n'avons pas eu de date officielle. L'Afrique du Sud, qui est un cas qui est très intéressant, sachant que nous rappelons ici, l'Afrique du Sud, c'est un marché à part par rapport en Afrique. L'Afrique du Sud, ça fait à peu près 70%, 71% du marché africain, dont l'assurance vie constitue 80%. C'est clair, c'est pas comparable. Et donc, l'Afrique du Sud a bien pris en compte les normes FRS 17 et les a appliquées à partir de cette année.
En plus de ça, ils ont fait des adaptations propres à leur marché. Nous donnons l'exemple ici d'une adaptation par rapport à la classification des contrats, dans le sens où, dans le marché sud-africain, on regroupe des produits type multirisque habitation avec l'auto. Et donc, ça, c'était pris en compte dans la segmentation des contrats. Donc, à partir de là, on peut se poser la question sur comment on peut imaginer ces normes en Afrique, quelles seront les adaptations qu'on pourrait faire et quelles sont les recommandations qu'on peut donner pour les acteurs africains. Alors, la première idée, ou la première piste, c'est vraiment d'engager les parties prenantes. Alors, généralement, les sujets de référentiel, de réglementation, ça concerne voilà, un cercle fermé de régulateurs, de fédérations et d'acteurs. Mais là, pour le coup, vu que c'est un changement de référentiel, il est très important d'intégrer d'autres acteurs, des sachants de l'assurance, du monde de l'expertise comptable, mais aussi des académiciens et, on va dire, le milieu académique de manière globale. L'objectif, in fine, c'est d'avoir des sachants qui sachent bien adapter cette norme au contexte local. La deuxième piste, c'est de simplifier les process. Là aussi, dans les FRS, il y a beaucoup de complexité sur les produits vie. Et sur le marché africain, nous sommes plutôt des marchés non vie. Là aussi, il faut voir quelles sont les adaptations qui peuvent se faire en fonction des spécificités de chaque pays. Adopter une approche graduelle, et là, c'est très important pour une meilleure compréhension, une meilleure appropriation de cette norme. Ça peut être, par exemple, avec une modélisation dans un premier temps des contrats qui constituent l'essentiel de votre portefeuille. Généralement, la règle des 80-20, ça marche toujours. Et donc, commencez par ces contrats-là. Utiliser des outils technologiques et parce qu'aujourd'hui, avec la panoplie des outils qui sont disponibles, il y en a qui ne sont pas vraiment très onéreux. Donc, on peut faire pas mal de choses avec peu d'outils. Peu d'outils qui sont vraiment disponibles. La cinquième piste, elle est relative au renforcement de la capacité. Et là, dans ce sens, ça serait bien de prévoir des programmes de sensibilisation, des programmes de montée en compétences, de formation et de coaching, parce que cette norme, ça va impacter pas mal de métiers en interne. Et en plus de ça, ils doivent travailler ensemble, en écosystème. Donc, c'est très important de miser sur l'humain et sur la montée en compétences des équipes. Enfin, une dernière piste, c'est de travailler, ne pas rester seul, hein, travailler avec la fédération, avec le régulateur, essayer d'interagir avec ces acteurs, voir aussi les réassureurs, les banques et les sociétés de gestion, parce que toutes ces parties prenantes peuvent vous aider dans la maîtrise des coûts et le partage de risques. Ouais, Franck, merci je ne sais Anne. pas si... Oui, effectivement, je voulais rajouter peut-être ou compléter ce que tu disais. Alors déjà, merci pour cette belle introduction sur le sujet, cette remise en contexte. Et effectivement, les solutions envisagées pour l'application de la norme IFRS en Afrique, c'est des pistes qui sont intéressantes à développer. Et comme tu l'as très justement rappelé, ce sujet-là, c'est un sujet qui va amener une certaine complexité, qui va mobiliser beaucoup de ressources en interne. Et il y a un enjeu, effectivement, comme tu le disais, de bien engager les différentes parties prenantes, mais bien sûr aussi, comme tu l'as dit aussi, renforcer les capacités, c'est-à-dire être vraiment en mesure de pouvoir faire travailler ensemble et différents contributeurs internes pour réussir à passer ce cap. C'est un sujet transverse qui va faire appel aux directions financières, à la comptabilité, contrôle de gestion, mais aussi aux actuaires, mais aussi aux directions des systèmes d'information. Et il y a vraiment un enjeu de pouvoir faire une gestion de projet et un pilotage de projet efficient pour pouvoir réussir à passer ce cap.
Merci, Franck. Donc là, on va passer à la deuxième partie, donc qui sera consacrée aux points clés de la norme IFRS, donc vraiment sur le contenu. L'idée, c'est pas de rentrer dans la théorie, mais c'est surtout de zoomer sur les points clés. Alors déjà, si nous regardons un bilan simplifié d'une compagnie d'assurance, dans les comptes statutaires, donc le cadre actuel, nous trouvons principalement les provisions techniques, hein, sociales, donc qui intègrent voilà, une vision prudente des provisions. Et c'est la logique qui était là depuis, voilà, depuis l'élaboration des normes comptables. Après, nous avons le SBR ou Solvabilité 2 qui a déjà amené ce concept de best estimate, meilleure estimation des provisions techniques ou valorisation économique, qui était basé sur les cash flows futurs plus l'actualisation. Par ailleurs, nous avons aussi la marge de risque qui prend en compte l'incertitude qu'il peut avoir sur l'actualisation des flux futurs. Et donc, ça permet de vraiment rajouter une marge, mais d'une manière rationnelle. Après, nous avons les comptes IFRS. Ce qui est très intéressant dans cette norme, c'est que déjà, il fait l'adéquation entre l'actif et les passifs. Pour les actifs, nous avons une norme qui s'appelle l'IFRS 9, hein, qui prend pas mal d'éléments, donc la classification et l'évaluation des instruments financiers, un modèle unique de calcul des dépréciations des instruments financiers et la prise en compte des produits de couverture. Alors, nous avons cette norme donc, qui fait le tour de valorisation sur les actifs. Après, nous avons les passifs, donc, qui fait l'objet de notre objet de sujet d'aujourd'hui. On va retrouver donc, le best estimate, donc de même que le SBR. On est sur une valorisation économique de ces provisions techniques. Nous trouvons aussi donc, le risk adjustment ou ajustement pour risque qui correspond dans la définition à la marge de risque sur solvabilité 2. Et nous avons un nouveau concept qui est le CSM ou la marge de service contractuel. Alors, cette norme introduit de nouveaux concepts qui chamboulent la lecture et la dynamique de construction des états financiers. Le premier concept, c'est la marge d'assurance, c'est ce fameux CSM. Et quelque part, cette norme impose de calculer la profitabilité future dans le cadre d'un poste, d'un passif qu'on va mettre voilà, qu'on va mettre dans notre bilan. Et quelque part, donc, cet résultat futur des contrats, des couvertures futures va être amorti progressivement en fonction de la durée et l'exécution du contrat. Deuxième concept, donc, c'est la provision pour perte future. Donc, là aussi, toutes les prestations futures ou les indemnisations futures vont être prises en compte dans un poste à part dans le cadre de provision. Je rappelle que, par exemple, par rapport à la comptabilité actuelle, nous mettons les primes. Hein, c'est-à-dire, lorsqu'on ne sait pas à qui on met les primes acquises. Alors que là, on va prendre en compte carrément la provision ou la prestation liée à ces engagements futurs. La prime d'assurance, et là, c'est un vrai chamboulement. Dans les IFRS, nous n'avons plus cette notion de chiffre d'affaires. Et je sais que pas mal de dirigeants ont l'habitude de travailler avec cet indicateur parce que d'ailleurs, tous les objectifs peuvent être définis à partir de là. Alors, ce qui est très important dans cette comptabilité IFRS, c'est que le chiffre d'affaires n'apparaît plus dans le compte de résultat. Et ce qui impose cette réglementation, c'est qu'on amortit la comptabilisation des primes en fonction de l'exécution de contrats. Quatrième concept qui est très intéressant, c'est les coûts d'acquisition. Sous la norme IFRS, c'est considéré comme un actif. Et dont l'amortissement peut s'amortir sur toute la durée du contrat. Et donc, lors de l'initialisation, contrairement à ce qu'on fait dans la comptabilité actuelle, on ne comptabilise pas à 100% les frais d'acquisition, mais plutôt un actif qu'on va amortir par la suite.
L'actualisation des flux futurs, donc c'est aussi un concept qui est très, très nouveau, notamment pour les comptables, parce que avec cette norme, on va mélanger voilà, de l'actuariat avec voilà, de la comptabilité, avec quelque part les investissements. Donc, et ça donne cette norme. Et donc, maintenant, dans cette valorisation, on va prendre les cash flows futurs et dans les cash flows futurs, donc il faut bien les modéliser, mais aussi il faut les actualiser. Et pour ça, donc la norme propose un certain nombre de règles pour prendre en compte la valeur la valeur temps de l'argent. Un sujet clé dans cette norme, c'est la segmentation des contrats. Cette norme propose une segmentation selon 3 vecteurs. Le premier vecteur qui est quelque part similaire à ce qu'on a dans les catégories ministérielles ou dans ce qui est LOB dans SBR ou Solvabilité 2, à savoir une segmentation selon des risques homogènes qui ont quelque part les mêmes caractéristiques. Ça, c'est le premier axe. Les nouveautés dans cette norme, c'est qu'il y en a 2 autres. Le deuxième, c'est la génération. Et dans ce sens, on va prendre l'année de souscription. Et le troisième, c'est la profitabilité des contrats. Et dans cette troisième dimension, on va distinguer 3 modalités, les contrats qui ne sont pas profitables, les contrats profitables et les contrats qui sont potentiellement profitables. En termes de modèle de comptabilisation, cette norme propose 3 types de modèles. Le modèle général qui s'appelle BBA, donc Building Block Approach, et qui se décompose en 3 parties. Donc, première partie, donc, actualisation des flux futurs, c'est la projection des flux futurs après leur actualisation. Une risk margin ou risk adjustment qui prend en compte l'incertitude sur la projection de ces cash flows. Et après, nous avons la CSM. Nous avons une certaine adaptation pour les contrats qui ont une participation directe sur les placements. Et cette adaptation est faite à travers le modèle VFA, donc Variable Fee Approach. Et donc, quelque part, dans ce modèle, on va essayer de prendre en compte l'engagement de l'assureur dans le rendement financier. Et donc, quelque part, on va prendre des composantes de résultats financiers qu'on va intégrer dans la CSM parce que ça constitue un engagement de l'assureur. L'exemple type de l'utilisation de ce modèle, c'est notamment pour les produits épargne et retraite. Après, nous avons un troisième modèle, PAA, donc Premium Allocation Approach, qui est quelque part une certaine forme de simplification pour les contrats qui ont une durée de couverture inférieure à 1 an et qui ne sont pas participatifs. Et dans ce sens, il n'y a pas de calcul de CSM. L'exemple type pour l'utilisation de ce modèle, c'est la santé, l'MRH ou l'auto. Dans le modèle général, dans la valorisation des passifs, nous avons 2 composantes. La première composante est relative au passif au titre de la couverture restante, donc les services futurs. Et deuxième composante qui est les passifs au titre des sinistres survenus, connus ou non connus. Et dans ce sens, donc, pour ce décomposante, nous avons un calcul de BE et d'un ajustement pour risque. Après, donc, pour la partie, pour les engagements futurs, nous avons un calcul de CSM qui est appliqué. Si nous revenons un petit peu rapidement sur le calcul de best estimate, le best estimate, donc, l'idée, c'est de projeter les cash flows futurs de l'exécution de contrats. Dans cet exercice, la norme impose d'avoir une certaine objectivité et l'utilisation des informations qui sont disponibles. Ça doit refléter quelque part aussi le point de vue de l'entité, sa manière de faire. Et il doit être explicite et donné, c'est-à-dire selon les informations données à une date précise. Ce qui est très intéressant aussi au niveau des IFRS 17, c'est le traitement des frais de gestion. Je sais que c'est un sujet par pas mal d'acteurs, mais ce qui est très important avec cette norme, c'est qu'il impose d'avoir une classification de ces frais selon s'ils sont attribuables ou pas au contrat d'assurance. Après, comme on a dit, donc, il y a une courbe des taux qui est utilisée pour prendre
la valeur de l'argent. Et cette prise en compte, ça sera avec une actualisation, avec une courbe des taux. Alors, dans la construction de cette courbe des taux, la norme n'impose pas de courbe, mais il donne des clés de lecture. Il propose deux approches. La première approche, donc bottom-up, qui va partir de la courbe de taux sans risque, sur laquelle on va rajouter une prime de liquidité. Une deuxième approche, top-down, qui va partir des rendements de notre portefeuille de placement, sur lesquels on va déduire l'écart de duration. Après, on peut déduire aussi certains facteurs qui sont considérés pertinent par les compagnies d'assurance avant d'arriver à la courbe de taux d'actualisation selon les FRS. L'ajustement pour risque, comme on a dit, c'est quelque part un concept qui prend en compte l'incertitude sur la réalisation des cash flows futurs. Là aussi, la norme ne donne pas voilà, de méthode précise, mais donne des principes. Généralement, cette marge de risque doit être plus importante pour les risques qui sont peu fréquents, mais qui sont graves, les contrats voilà, qui s'étalent sur plusieurs années, et aussi les contrats où on n'a pas de tendance, on n'observe pas de tendance, ou encore dans la distribution, nous avons des queues de distribution qui sont épaisses. En termes de méthode d'application, généralement en Europe, les acteurs ont recyclé un petit peu ce qui était fait dans Solvabilité 2, notamment avec l'utilisation de la méthode de coût de capital, qui prend en compte le prix de transfert d'un passif à un moment donné. L'autre approche qui peut être utilisée, c'est la méthode de quantile, qui va prendre en compte la distribution de votre best estimate, et à partir de là, donc on va définir voilà, un ajustement de risque qui est l'écart entre la moyenne, le best estimate, et d'un niveau de prudence qui reste à l'appréciation des acteurs en utilisant des indicateurs comme la VaR ou la taille VaR. Le calcul de la marge de service contractuel, comme on a dit, donc c'est un nouveau concept qui prend en compte la profitabilité future de vos contrats. Et pour la modélisation de cette CSM, qui reste assez lourd, qui doit se faire par maille la plus fine, dans cette modélisation, on va prendre en compte tous les flux futurs, on va prendre tous les encaissements, les décaissements que peut avoir l'assureur par rapport à ce groupe de contrats. Dans les flux entrants, donc, bien sûr, il y a les primes. Dans les flux sortants, donc, il y a les prestations, les sinistres. Il y a aussi donc, la valeur temps, donc, qui prend en compte une courbe d'actualisation, l'ajustement pour risque, avant d'arriver in fine donc, à ce fameux indicateur qui est le CSM. Maintenant, si on regarde le compte résultat, bien évidemment, avec ce nouveau concept, nous avons quelque part un bouleversement de la lecture de notre résultat. Comme on a dit, donc, il n'y aura pas de prime. Donc, un résultat FRS se décompose en deux parties, donc le résultat sur service d'assurance et le résultat financier. Si on regarde le résultat technique, hein, quelque part, il sera décomposé entre, entre les écarts d'expérience, donc le vieillissement de portefeuille et l'impact que peut avoir sur notre provision. Ça va se traduire aussi par la diminution de l'incertitude qu'on va avoir sur les prestations futures et sur le calcul de best estimate de ces engagements. Et c'est un résultat aussi d'une consommation de la CSM. Et ce qui est très important ici, cette consommation, il reste à l'appréciation des compagnies d'assurance. C'est-à-dire en fonction de ce que vous choisissez comme unité de couverture, la consommation de la CSM sera différente. Sur le résultat financier, nous avons aussi, donc on trouve bien évidemment le produit des placements, mais nous avons aussi une composante qui prend en compte les engagements d'assurance, notamment pour les contrats participatifs. Pour
c'est-à-dire les évolutions de taux, la norme propose deux choix, soit de les intégrer directement dans le bilan à travers l'OCI, soit dans le compte résultat. Alors peut-être juste un Maintenant, dernier dans point cette... sur, Oui, oui, excuse-moi, juste un dernier point oui. sur cette option en fait OCI. Tout l'intérêt de cette option OCI qui peut être choisie finalement par l'assureur permettra une meilleure lecture des états financiers en fait par les investisseurs. C'est-à-dire que en isolant l'effet des taux d'intérêt finalement qui sont un caractère exogène à l'entreprise, ça permettra à l'actionnaire finalement de pouvoir isoler la performance réelle de l'entreprise hors contexte économique extérieur. Ce qui est d'autant plus important quand on a une courbe des taux qui est assez volatile d'année en année. C'est clair. C'est très, 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 très intéressant de vraiment comprendre les choix techniques. C'est ce qu'on va voir par la suite, parce que avec cette norme, notamment lors des premières années d'implémentation, ça va amener beaucoup de volatilité. Et cette volatilité, il peut être lié à des éléments subjectifs, puisque c'est lié aux choix techniques qui sont faits par les compagnies d'assurance. Donc voilà, ça fait une bonne transition. C'est clair. Donc, un des sujets critiques, c'est comment implémenter ça la première année. Déjà, au niveau de la norme, pour cette période de transition, la norme propose trois approches. Une approche rétrospective complète, c'est-à-dire reconstituer tout le stock de portefeuille avec cette nouvelle norme qui reste vraiment assez lourd à mettre en place. Une approche, on va dire, plus simplifiée qui va prendre en compte le stock de contrats, mais en faisant de sorte qu'il n'y a pas d'effet expérience. C'est que le réaliser serait le modéliser. Et dans ce sens, nous n'aurons pas d'écart d'expérience. Après, une troisième approche qui est basée sur fair value, donc sur la valeur de transfert que peut avoir un assureur pour transférer ses engagements à un autre. Ce qui est très important à comprendre dans cette norme, c'est qu'il y a une certaine dynamique entre le bilan et le compte CPC. Et en fonction des choix qui sont pris par les compagnies d'assurance, ça modifie carrément la lecture. Et donc, c'est très important de faire le contour de la question lors de la mise en place, de faire des tests de sensibilité sur les différents choix que vous pouvez avoir, notamment sur le modèle de frais avec les frais attribuables, notamment avec l'indicateur qui va être choisi dans l'amortissement de la CSM. Donc, tous ces éléments vont impacter la lecture de vos états financiers. Donc, c'est pour ça qu'il est très intéressant de mettre en place des task force pour voilà, s'interroger, comprendre et s'approprier les impacts. Avec la norme IFRS et Solvabilité 2 ou SPR pour certains pays en Afrique du Nord, notamment au Maroc et en Tunisie, nous avons quelque part certaines similitudes entre les deux référentiels. Alors, même si la solvabilité ou le SBR, elle est destinée aux régulateurs et qui, quelque part, ça permet d'avoir une gage de solvabilité quelque part ou un indicateur d'évaluation de la solvabilité. Les FRS sont plus destinés aux investisseurs. Mais ce qui est très important ici, c'est qu'on est sur les mêmes principes d'évaluation, notamment cette évaluation économique des provisions techniques. Et là, pour le coup, ça peut être intéressant de trouver des synergies, voire des convergences. Je rappelle que les deux référentiels sont basés sur une évaluation basée sur une approche prospective. Donc, on projette les cash flows futurs et on essaie d'avoir un BCCMET. Pareil, on essaie de rajouter un bloc de passif qui prend en compte le niveau d'incertitude qui porte sur cette BCCMET. Et dans ce sens, pas mal d'acteurs en Europe ont déjà capitalisé sur ce qui était fait
pour la mise en place de solvabilité 2 avant de passer à la norme IFRS 17. Ce qui est très intéressant ici, c'est de voir que, par exemple, si on fait une analyse comparative par rapport au Maroc ou en Tunisie, nous savons qu'aujourd'hui, les deux régulateurs travaillent sur l'implémentation du SBR. Par ailleurs, on sait que la norme FRS il sera imposée en 2025, voire plus. Mais en tout cas, ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas le même on va dire, décalage temporel qu'on avait observé en Europe, qui a permis les acteurs d'avoir une certaine appropriation, de dégestion, de développement avant de passer à la norme IFRS 17 qui est adoptée depuis cette année 2023. Nous voyons cette norme, même si reste assez lourd et qu'il faudrait clairement l'adapter et de le voir d'une manière pragmatique. Nous voyons cette norme, c'est aussi une opportunité de transformation. Puisque en Afrique, bon, déjà, on a pas mal voilà, de cadres réglementaires, mais qui reste quand même qui a besoin d'être revu. Donc, c'est pour ça des référentiels comme celui-là est très intéressant. Il y a des nouveautés au niveau comptabilité, puisqu'on doit prendre des nouveaux concepts qui vont changer la lecture des états financiers. Il y a un besoin de stockage et de traitement de données qui va aussi nécessiter des adaptations au niveau des systèmes d'information. Il y aura un besoin immense de modélisation et là, pour le coup, il y aura besoin de compétences. Et au niveau de contrôle interne, là, c'est pareil, il y aura des adaptations à faire sur les process pour tenir compte voilà, cette nouvelle exigence. Après, en termes de stratégie financière, là aussi, il faut adapter les reportings qu'on peut avoir avec des parties tierces en fonction de ce qui peut sortir de modèle et de cette norme, et aussi en fonction de ce qu'on veut faire par rapport à notre business plan. Il ne faut pas oublier que cette norme, voilà, elle est faite pour les investisseurs. Et en Afrique, on a vraiment besoin des investissements privés, on a besoin d'avoir des mouvements de capitaux, on a besoin d'avoir des acteurs bien capitalisés, et pourquoi pas créer des champions africains. Donc c'est pour ça, cette norme, ça pourrait être une opportunité pour vraiment améliorer les process et gagner en efficience. Alors, comment se lancer dans ce process, voilà, dans ce projet qui reste assez lourd? Alors, déjà, il faut avoir une réflexion préalable. Il faut se poser la question sur les adaptations à faire sur notre système, sur le modèle et sur le process. Et il faut définir ce qu'on veut faire aussi, hein. Donc, en termes de choix techniques, il faut voir quelle est l'équipe, quelles sont les personnes qui seront impliquées dans ce projet, sachant qu'on c'est clair, ça impacte pas mal de monde et en plus de ça, ils doivent travailler tous en même temps. Il y a le sujet de la communication. Quelle communication on veut avoir? Donc, quel objectif? Certains choix techniques vont orienter un certain transfert de la volatilité vers le bilan, d'autres vers le résultat. Donc, il faut comprendre cette dynamique de comptabilisation et de faire des choix en fonction des orientations de communication. Par ailleurs, il faut aussi partir de l'existant, surtout commencer par l'existant. N'essayez pas de commencer par une page blanche et développer un truc spécifique. On va dire, il y a des formats standardisés qui existent et à partir de là, prenez ce que vous avez comme existant et voir, réfléchir comment adapter ça. Les bonnes pratiques pour une mise en place opérationnelle, c'est clair, il faut commencer le plus tôt possible. Euh, on, Officiellement, ça a pris 4 ans, c'est-à-dire pour les acteurs en Europe pour mettre en place. Donc, le texte est sorti en 2017. L'application était prévue initialement pour 2019. Après, c'était reporté en 2023. Avec des moyens qui sont conséquents, avec des outils qui sont conséquents, ça a pris vraiment plus de 4 ans. Si on
quand toutes les phases de préparation, on est plus sur une dizaine d'années. Donc, c'est très important de comprendre cette norme et de commencer à réfléchir sur les impacts en amont. Avoir une équipe dédiée, c'est très important, avec un sponsor qui pousse le sujet et voilà, parce que ça implique beaucoup de monde et d'avoir des référents par métier. Les principaux métiers, donc on a la comptabilité, bien évidemment, on a les investissements, on a le contrôle interne, l'actuariat, la gestion des risques, l'IT. Donc, avoir un référent par métier pour constituer une task force et avancer ensemble dans l'adaptation de cette norme. Travailler dans un premier temps sur un échantillon de contrat. N'essayez pas d'être exhaustif au début. Essayez de zoomer sur voilà, une partie de votre portefeuille, faire le tour du sujet avant de lancer la modélisation pour l'ensemble de votre portefeuille. Enfin, il est important de sensibiliser les parties prenantes sur les impacts que peut avoir les choix techniques. Parce qu'on l'a assisté ça en Europe, ça peut vite fait devenir un gouffre financier en termes de frais d'implémentation. Et c'est très important de prendre le temps de la réflexion. Et aussi, enfin, donc, essayer d'établir une feuille de route, pas forcément sur 6 mois ou 1 an, plutôt sur plusieurs années pour faire cette montée en compétences progressive. Les données, un sujet critique, majeur, très important pour les acteurs africains. Pas mal d'acteurs ont des difficultés sur ce volet-là et c'est clair, c'est une opportunité aussi de revoir le système d'évaluation de qualité de données. Il faut savoir ici, c'est que déjà avec SBR, pas mal d'acteurs étaient loin de répondre aux exigences. Alors, avec les IFRS, on est sur un référentiel qui est encore plus exigeant et plus profond en termes de données. On a vu tout à l'heure avec la segmentation et ce que cela nécessitera en termes de modélisation, c'est clair. On sera sur un niveau d'exigence qui est plus élevé et qui fait qu'il y a besoin forcément de revoir la collecte, le stockage et le traitement des données ainsi que leur contrôle. Les process, donc cette norme pourrait impacter le système de relations entre les parties prenantes en interne, donc entre les comptables, les actuaires, l'IT et tout ça. Donc, c'est très important de formaliser ça et à travers les processus. Les systèmes, donc c'est clair, tout changement référentiel réglementaire, ça impacte les systèmes. Là, en l'occurrence, nous avons aussi plusieurs systèmes qui vont être modifiés. Donc, nous avons le système comptable, le système actuariel, le système de reporting. Il faut vraiment traiter le sujet dans sa globalité tout en restant agile. Très important de ne pas faire des choix qui sont engageants. Donc, essayez de garder l'agilité tout en prenant en compte les différentes composantes qui existent dans la compagnie. Enfin, pour finir, ce type de projet, c'est un projet d'entreprise. Ça implique l'ensemble pratiquement les principaux directions, à part la souscription, mais ça vraiment, tous les fonctions support sont concernées, que ce soit la comptabilité, les risques, l'actuariat, le contrôle de gestion, l'IT, les investissements, la conformité. Et en plus de tous ces acteurs, il est clair qu'il y a besoin d'avoir voilà, une équipe projet qui guide le projet, qui sensibilise, qui forme, qui gère la recette et qui formalise les process, donc qui peut se faire en interne ou par un externe à travers un accompagnement pour vraiment avoir ce fil conducteur sur cette norme. Le piège qu'on peut avoir dans ce type de projet, c'est de travailler en silo. Ça ne fonctionnera, ça va jamais fonctionner parce que c'est très important de travailler tous, c'est-à-dire ensemble, au même moment voilà, sur une trajectoire commune. Voilà, nous arrivons au bout de ce webinaire. Je crois que j'ai bien respecté le timing avec quelques minutes de plus. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, je vois qu'il y en a 4. Oui, on a relevé les questions. Alors, on propose de les partager et puis de
Ouais. de faire quelques propositions de réponses. On va commencer par les dernières qui ont été posées. Comment évaluer les écarts entre les bilans comptes sociaux et ceux établis en IFRS 17 et où vont aller ces écarts? Donc déjà, c'est une question intéressante qui permet de soulever un point important, le fait de dire que le référentiel IFRS 17 va se juxtaposer au référentiel comptable existant. Donc en fait, la comptabilité sociale, elle, effectivement, va continuer à perdurer. Et on va se poser la question de savoir ensuite comment répartir les écarts et justement en fonction de la nature de ces écarts, de savoir est-ce que ils vont plutôt passer en compte de résultat directement ou ils vont plutôt passer en fonds propres. Donc c'est ces deux éléments-là qui vont dans lesquels vont se matérialiser principalement les écarts entre les deux référentiels. Et Exactement. oui. En fait, il faut juste revenir au principe, donc comme finalité. Donc la finalité voilà, des normes FRS, il est destiné aux investisseurs et la communication externe. Et l'objectif, c'est que ça soit pris en compte dans le reporting et dans le pilotage des entreprises d'assurance. Ce qui est très important en termes d'écart, c'est que les comptes sociaux vont continuer à vivre. Il n'y a pas voilà, de mention que ça va remplacer les comptes sociaux. Les comptes sociaux, pour la fiscalité, ça va rester. Mais ce qui est très important, et c'est clair, je crois que le régulateur nous dira davantage, c'est clair qu'on va chercher la convergence parce que c'est très important de comprendre, de lier les deux. Et c'est clair, ça générait beaucoup de travail en Europe. C'est cette convergence ou l'explication des écarts entre les deux référentiels. Tout à fait. Et je pense que cette réponse-là et la question qui a été posée, elle peut permettre aussi de rebondir sur une deuxième question, alors qui n'est pas forcément du coup dans l'ordre, c'est s'il n'y a pas de chiffre d'affaires dans le compte de résultat IFRS 17, comment on va calculer le ratio S sur P ou les ratios combinés, sur quoi les baser? Et je pense que du coup, une des explications, le fait de dire que les comptabilités sociales et comptabilités IFRS 17 vont continuer à vivre ensemble, ça voudrait dire qu'en fait, tout ce qui existait avant ne va pas disparaître et le chiffre d'affaires et les primes d'assurance, les cotisations telles que vous les percevez dans vos comptes sociaux vont toujours rester comme des indicateurs stables sur lesquels vous pourrez appuyer vos indicateurs de pilotage et de suivi S sur P, ratio combiné. Très, très intéressant comme question, mais ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est qu'il n'y a pas de prescription de la norme par rapport à ces indicateurs de pilotage. Et ça dépendra aussi de vos choix, dès le moment qu'ils sont explicités par rapport à vos parties prenantes. Juste un exemple sur l'impact sur les ratios, il y a un assureur allemand qui a pris en compte la CSM dans les fonds propres. Ils considèrent ça comme une richesse. Donc, voilà, ça dépend et donc ça rentre dans le calcul de ROE. Dans le choix, dans le calcul des indicateurs, ça dépendra de vos choix et de vos objectifs de communication. Donc, ça permet effectivement aussi de répondre à une des questions qui vient d'être posée à l'instant sur justement quels sont les indicateurs de pilotage et de performance qui seront impactés par l'adoption de la norme. Donc, comme le disait Anas, cela va aussi dépendre de la manière dont vous souhaitez utiliser ce nouveau référentiel pour transformer vos indicateurs et aussi comment vous allez définir votre politique de pilotage en interne. On peut prendre une autre question sur les différences entre le Best Estimate IFRS et le Best Estimate Solvabilité 2 ou SBR. Il y a plusieurs différences. La première différence étant la maille à laquelle on va fonctionner. C'est-à-dire que quand on va parler de solvabilité 2, on va parler de ligne d'activité. Et comme on l'a vu, l'architecture, la granularité des contrats est bien différente sous IFRS 17, puisque là, on va être sous 3 vecteurs, dont la date des contrats et le caractère onéreux ou non qui va avoir un impact en fait sur la marge de service contractuel. Donc ça, c'est une première réponse et c'est le premier vecteur qui, selon moi, est le plus important. Ça va être finalement la maille à laquelle on va travailler sur nos contrats d'assurance dans les Best Estimate IFRS 17 et Solvabilité 2 / SBR.
Le deuxième point qui est intéressant, c'est aussi la différence sur la frontière des contrats, bien que celle-ci soit plus ou moins similaire et laisse plus ou moins le libre cours à l'imagination, que la frontière est plus ou moins la même. Et autre point dont on a parlé avec Anas, c'est également ce sujet de courbe des taux d'actualisation, puisqu'il y a un réel travail qui doit être fait sur la courbe des taux utilisée en IFRS 17, contrairement à celle qui est donnée sous solvabilité 2 et qui, pour le coup, est donnée par le régulateur. Là, quand on est dans un cas IFRS 17, donc on va vraiment avoir une courbe des taux qui va refléter le caractère illiquide du passif d'assurance, ce qui n'est pas le cas quand on travaille en solvabilité 2. Donc ça, c'est les principales différences qu'on a entre ces deux normes-là. Bien que finalement la philosophie qui soit derrière soit la même, et c'est ce qui va vous permettre également en tant qu'assureur de pouvoir recycler les travaux et de ne pas faire deux études qui soient complètement dissociées entre du BE-S2 et du BE IFRS 17. Donc, c'est clair, essayer de mutualiser l'existant parce qu'effectivement, en Afrique, il y a un manque de compétences et d'outils. Donc, c'est clair qu'il faut négocier ça avec vos régulateurs. Alors ensuite, on avait une question qui demande quel est l'intérêt des IFRS pour le régulateur. Qu'est-ce que ça lui apporte de la mise en place des IFRS? Bon, nous, on a imaginé quelques idées de réponses. Première, c'est déjà de se mettre à un niveau normatif mondial, donc de respecter effectivement une norme comptable internationale que d'autres pays dans le monde appliquent. Donc cet enjeu d'être à niveau par rapport au reste du monde. Et deuxième intérêt, alors là, on peut faire le lien aussi avec la montée en parallèle de la norme de solvabilité. En Europe, si vous voulez, la norme de solvabilité, elle a pu être digérée par le marché, elle s'est mise en place quelques années avant la mise en application d'IFRS 17. Et en fait, là, ça pourrait être finalement une opportunité sur le marché africain et en particulier au Maroc, que d'avoir le système de solvabilité qui se met en perspective de la montée en puissance de la norme comptable, parce que l'une s'appuie sur l'autre. En fait, le référentiel de solvabilité s'appuie sur une vision bilancielle de l'entreprise d'assurance, et cette vision bilancielle dans Solvabilité 2, en Europe, on demande à ce qu'elle soit le plus proche du référentiel juste valeur IFRS. Et donc, il y a un intérêt pour le régulateur, d'un point de vue de la mise en place du système de solvabilité, d'avoir une première vision du bilan des assureurs qui est la plus représentative de la juste valeur. Donc, il y a cet intérêt-là qui peut être à nos yeux important et qui a été fait en décalé du coup sur le marché européen, puisqu'en fait toutes ces notions de juste valeur ont dû être appréhendées avant même l'application des IFRS sur le marché européen. Si je peux juste compléter, euh, comme il l'a dit Franck, c'est vraiment deux référentiels qui sont complémentaires. euh, dont le premier, donc Solvabilité 2, il est plus axé sur la capacité de l'assureur à respecter ses engagements et sa solidité financière. Alors que sur les IFRS, on est plus dans la performance de l'entreprise en lien avec son bilan. Donc, ils sont vraiment complémentaires pour une autre partie prenante par rapport à un régulateur au-delà de la normalisation, parce qu'effectivement, il y a un certain standard et c'est toujours bien de respecter ce standard. Il y a aussi des objectifs de régulation qui peuvent être par rapport au mouvement des capitaux. Et ça peut être des orientations stratégiques. Par ailleurs, sur le long terme, peut-être, ça reste au début difficile voilà, à évaluer, mais c'est clair, sur le long terme, on peut imaginer que ça aura des impacts sur la fiscalité, puisque avec les FRS, on aura d'autres clés de lecture qui permettront de refléter davantage la réalité économique des entreprises.
Ok, alors ensuite, on peut prendre encore éventuellement une ou deux questions pour essayer d'apporter une réponse. Alors peut-être sur le périmètre d'application, il y a plusieurs fois la question qui revient sur, dans l'article 2 de l'instruction de la CAPS, on exclut les sociétés Takaful du champ d'application des IFRS. Est-ce qu'on sait pourquoi? Et en question subsidiaire, on pose la question des courtiers. Est-ce que les courtiers sont impactés, que ce soit des courtiers d'assurance ou de rassurance, sont impactés par les IFRS 17? Alors, je ne sais pas si sur en particulier l'activité Takaful, Anas, tu as une idée de réponse. Là, pour le coup, on va dire, c'est des simplifications. Après, c'est clair, Takaful, c'est des régimes à part. Donc, c'est clair, avec des mécanismes, je crois, à mon avis, le régulateur ne veut pas complexifier la chose pour les acteurs. Donc, sachant que même Takaful, voilà, c'est un autre sujet, on va dire, de nouveau sujet qui est entré dans le marché. Donc, l'idée, c'est qu'on l'exclut pour simplifier la question ou le sujet pour les acteurs. Pareil, par exemple, au Maroc, ou sur l'assistance, ce n'est pas intégré dans le SBR. Voilà, il y a des simplifications et des choix qui sont retenus que je trouve très judicieux de la part des régulateurs de ne pas trop complexifier le système. Alors du coup, peut-être une dernière question sur le calendrier de mise en œuvre. On a une question qui dit qu'il y a une certaine complexité et un certain coût associé à l'implémentation d'IFRS 17. Est-ce qu'on est sûr que les assureurs du Maghreb, Tunisie et Maroc vont l'adopter définitivement? Et est-ce qu'on a un avis sur l'horizon réaliste de transition vers IFRS vers IFRS 17 pour le Maroc et la Tunisie? Bah, sur ça, donc, nous avons bien évidemment pas de date officielle parce que ne représente pas le régulateur. Cependant, voilà, pour cela, pour le régulateur, voilà, ça serait bien qu'il prenne en compte un temps de gestion entre les deux référentiels, de sorte à faire souffler les équipes et voilà, d'avoir cette amélioration voilà, progressive de construction. Pour les compagnies d'assurance, il faut travailler dès maintenant, donc de voir les impacts, puisque on cible, c'est clair, tout le monde va y passer. Donc, c'est clair de se prendre tôt et de mettre des équipes projets. Très bien. Du coup, bon, on peut éventuellement conclure. Alors, il y a certaines questions qui n'ont peut-être pas fait l'objet de réponses, mais on peut se proposer, si tu es d'accord, Anas, de reprendre contact individuellement pour échanger, si besoin, sur des problématiques particulières. Tu veux peut-être dire un mot de conclusion, Anas? Parfait. Donc, on vous remercie pour votre présence. Nous se donnons rendez-vous au prochain webinaire sur d'autres sujets d'actualité. Entre-temps, donc, par rapport à ce webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour des besoins spécifiques ou pour des choix techniques. Donc, nous serons là pour vous répondre et vraiment vous apporter l'accompagnement approprié. Voilà, je crois que sur ce, on peut clôturer ce webinaire. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à Merci, tous. Bonne fin de merci journée. et Merci à tous. bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.